merci à nos sponsors de nous accorder cette tribune. Sans eux, nous n'aurions pas la possibilité de partager cet instant avec eux. Donc, merci à tous ces sponsors. Je m'appelle Martha, j'ai intégré Capgemini il y a environ 2 ans, juste avant le Covid. J'ai eu l'occasion d'accompagner Orange durant 2 ans pour lancer et opérationnaliser 13 portefeuilles d'investissement, donc ce qu'on appelle LPM. Et j'accompagne BPI France depuis plus de 2 ans dans sa mise en place de l'agilité à l'échelle, by the book. Et à mes côtés, 2 femmes remarquables. Nous avons Florence de Renault Digital, Nathalie de Cagip, et ensemble, nous allons évoquer les succès et les échecs qui illustrent le pouvoir du leadership dans la conduite des transformations Lean Agile et leur maintien. Donc, mesdames, est-ce que vous pourriez vous présenter, partager un peu de votre expérience et nous indiquer et nous rappeler pourquoi le rôle du leadership est essentiel dans la conduite et le maintien de ces transformations Lean Agile? Commençons par toi, Florence, si tu le veux bien. Oui, merci Martha. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être ici parmi vous ce soir. Alors, d'abord, avant de parler de transformation Lean et Agile, je voudrais vous donner un petit peu de contexte. Donc moi, je suis Florence Mazat, je suis la directrice du Centre d'excellence Agile de Renault Digital. Mais notre mission s'étend à l'ensemble du groupe Renault, où une des missions principales, c'est d'améliorer la maturité agile du groupe. Quelques jalons de notre transformation agile. En 2017, via l'impulsion de Renault Digital, on met en place l'agile au niveau équipe. En 2019, l'agile s'étend à l'ingénierie véhicule, et nous avons des coachs qui travaillent pour l'ingénierie véhicule pour mettre en place des premières pratiques agiles. On commence aussi au niveau de l'ISIT à mettre en place des trains avec une méthodologie qui nous est propre et qui est inspirée de SAFe. En 2022, nous allons proposer aux membres de la leadership team de Renault une approche d'agile à l'échelle pour mieux focaliser sur la valeur et aussi pouvoir construire une approche qui nous permet de mieux aligner la stratégie et l'exécution. Nous obtenons un go, donc vous voyez le niveau de sponsorship que nous avons eu, pour lancer 3 pilotes sur des value streams que je ne citerai pas ici, mais qui sont assez primordiales pour le groupe. En 2023, on déploie la gouvernance du plan digital par value stream et en déployant le Lean Portfolio Management de SAFe. Cette démarche nous a permis d'intégrer complètement le business, donc le métier, et l'ISIT dans cette démarche de gouvernance du digital qui fonctionne maintenant depuis 2 ans. Aujourd'hui, nous avons une vingtaine de trains qui sont en place. Tous ne pratiquent pas complètement SAFe, mais on s'y emploie. Donc, pourquoi cette transformation? Comme je le disais, aligner la stratégie avec l'exécution, focaliser sur le client, mais aussi beaucoup focaliser sur la valeur. On pilote sur la valeur maintenant. Au niveau du comment, donc bien sûr, on a suivi le déploiement, la roadmap de déploiement SAFe, mais au-delà de ça, on a beaucoup formé les leaders, les employés sur le Leading SAFe, ce qui nous a permis dans un premier temps de parler le même langage. Et sans doute un peu trop d'ailleurs de jargon SAFe, j'y reviendrai tout à l'heure, mais en tout cas de commencer à mieux se comprendre. Nous avons aussi pour chaque value stream où on déploie du SAFe mis en place un LACE, et tout à l'heure le PMU a parlé du LACE justement, qui nous permet d'intégrer dans ce LACE un ensemble d'acteurs pour piloter la transformation agile dans chacune des value streams expérimentales. Notamment, donc on a des architectes, on a des UX/UI, on a des managers, on a des sponsors, je ne vais pas tous les citer, mais ça nous permet de piloter au quotidien, je dirais, cette transformation. L'agile, ça n'est pas... ensuite, en 2024, on a aussi mis en place cette année les formations Leading by Example qu'on déploie au niveau des différents CODIR, donc des différentes directions qui composent l'ISIT et qui ont beaucoup de succès. Donc on en est à 2 maintenant et on a un plan qui continue.
L'Agile, ça n'est pas seulement la France, hein. Nous l'avons mise en place aussi au niveau de la Roumanie, Maroc, Inde bien sûr, et Latine-Amérique dans nos hubs, où on a formé aussi des SPC de façon à pouvoir démultiplier la démarche. Aujourd'hui, nous avons formé 600 personnes sur SAFE, 300 en 2023, 300 en 2024. Et voilà, je voulais vous récapituler ce contexte, je pense qu'il est important pour la suite. Alors, au niveau sponsorship, bon, le sponsorship est essentiel, je pense que on l'a entendu à peu près dans toutes les présentations. Ce qui est important de savoir, c'est quelques chiffres. Donc, selon l'organisme ProSci, qui est un organisme de conduite du changement et de recherche aux États-Unis, 70% des transformations échouent. Donc, il faut mieux quand même s'équiper pour qu'elles n'échouent pas. Et un des ingrédients, c'est bien sûr un fort leadership. Donc, au niveau de l'ISIT, on a du leadership au niveau de notre CIO, beaucoup au niveau de notre CIO Deputy. Et puis aussi, on a un niveau de sponsorship aussi dans l'engineering. Il faut savoir qu'il y a un lien direct, toujours selon cet organisme de recherche, entre l'efficacité du sponsor et les résultats, l'atteinte des objectifs de la transformation. Donc, si on a un sponsorship efficace, on va avoir 70% des objectifs qui seront certainement atteints. Si on a un sponsorship peu efficace, c'est à peine 30%. Un autre facteur est important. Là, on ne parle pas de leader, mais on va parler du middle management. Le middle management doit être aussi sponsor. Et le middle management est dans une position très inconfortable dans les transformations. Ils doivent eux-mêmes assimiler la transformation, le what's in it for them, comme on dit, et à la fois accompagner leurs équipes dans la transformation. Toujours selon la recherche, 42% de la résistance, ce qui n'est pas rien, est portée, cette résistance, par le middle management. Donc il faut vraiment s'occuper du middle management. Et en fait, je partagerai avec vous une question, finalement, pour voir où vous en êtes aussi de vos transformations. C'est poser la question à vos sponsors de quel est le pourcentage, finalement, du ROI qui va dépendre de l'adoption des humains. Parce qu'il n'y a pas que des machines, on a des humains. Et quel budget on va mettre pour accompagner. Donc, il y a des budgets pour le coaching, ça c'est le coaching sur la méthode. Il y a du coaching des managers, coaching personnel. Mais il y a aussi l'accompagnement des équipes avec les change managers. Si la réponse est 0, je vous conseille vraiment de revoir cette partie-là. L'humain est au centre des transformations. Merci de le rappeler, hein, surtout à l'ère de l'IA. On a également vu qu'aujourd'hui, toutes les conférences étaient très teintées IA. Donc on comprend bien que finalement, ce qui compte, ce n'est pas tant d'être agile, hein, c'est vraiment d'aller chercher cette performance, cette réactivité pour être en capacité de s'adapter au changement hein, lorsque celui-ci se présente et aller chercher des ressorts qui permettent de déployer l'agilité à l'échelle de toute l'organisation, hein, comme tu l'as dit, au travers de l'aspect gouvernance. Et pour ancrer durablement le changement, c'est vrai qu'il est du coup très important d'avoir une parfaite compréhension et assimilation de l'esprit, l'état d'esprit Lean Agile, de ses principes, de ses pratiques, hein, pour éviter justement ce que tu indiquais, l'agilité de façade où on va se contenter d'adopter un jargon, où on va peut-être aussi se contenter d'appliquer des pratiques, mais mécaniquement, sans comprendre leur raison d'être et surtout ni les adapter à leur contexte. Donc il n'y a pas de secret. En fait, pour que ça fonctionne, il faut véritablement que les leaders se forment. Il faut que les leaders donnent la possibilité à leurs équipiers de se former à leur tour et puis surtout de mettre en pratique. Donc, deux exemples de mon activité. Chez Orange, que j'ai accompagné durant 2 ans, effectivement, les leaders partageaient leur vision et leur message au travers de vidéos qui étaient très amplement diffusées. Les leaders étaient également activement présents et engagés lors des cérémonies du LPM, par exemple, et notamment la Strategic Portfolio Review. J'ai eu l'occasion d'acculturer 1375 personnes, équipiers, et de monter des deep dives thématiques à la demande des exécutifs, de manière à aller chercher cette compréhension commune, ce vocabulaire commun.
Chez BPI France, en fait, quand le DSI a lancé le GoSafe au niveau de sa DSI de 1300 personnes, les équipiers ont été formés, donc ils ont tous été formés. Et quant à moi, j'ai eu l'occasion, en arrivant un peu plus tard, d'acculturer également 775 personnes, de manière à encore aligner les pratiques et être certain qu'on est en train de comprendre ce qu'on est en train de réaliser. Et j'avais un autre exemple à vous donner avec le DSI. Le DSI est très gourmand, il fait beaucoup de veille. Quand il va aux États-Unis, comme c'était le cas cet été, il se forme, il acquiert énormément de connaissances. Et ce que je trouve remarquable, c'est qu'à son retour, il va partager ses connaissances et tout ce qu'il aura vu aux États-Unis avec l'ensemble de la DSI, que ce soit des collaborateurs internes ou externes, lors des points hebdo que l'on organise pour la DSI, qui s'appellent les DSI Live. Donc, vous le comprenez, pour être efficace au long cours, ce que l'on recommande, c'est effectivement de maintenir un effort constant sur les formations. C'est extrêmement important pour tenir compte de la réalité du terrain, parce que les équipiers vont bouger. En fait, il y a des rotations dans les rôles, il y a du turnover naturel, il y a des trajectoires de montée en compétences qu'il faut pouvoir accompagner. Et donc, notre conseil, c'est vraiment de vous appuyer sur la roadmap d'implémentation de SAFE pour être en capacité de former et les leaders et les équipiers qui doivent conduire le changement. Donc Nathalie, pourrais-tu te présenter à ton tour et partager ton expérience et nous dire en quoi un leadership fort est essentiel à tous les niveaux de l'organisation? Oui, bien sûr. Merci Martha. Bonjour à tous. Alors moi, je m'appelle Nathalie Lambotte. Je viens tout récemment d'intégrer le groupe Crédit Agricole au sein de l'entité qui s'appelle Crédit Agricole Groupe Infrastructure Plateforme et que je vais appeler CAGIP dans le reste de la présentation. Ça fait 2 semaines. Je n'ai pas beaucoup de recul, mais quand même, j'ai pu constater des choses sur l'agilité. Et précédemment, j'étais en charge du centre agile d'une autre banque française. Voilà, donc il y a des collègues dans la salle aujourd'hui. Alors aujourd'hui, chez CAGIP, je suis CTO et donc je suis en charge de l'infrastructure et de la production pour plusieurs entités du groupe, notamment le LCL, Before Bank et puis des entités à l'international. Alors, CAGIP, c'est une toute jeune entité qui a été créée en 2019 et l'agilité a démarré dès 2022 au niveau de toutes les équipes avec une organisation qui s'est implémentée en miroir des DSI pour lesquels travaillent chacune des équipes avec des squads, des tribus, des chapitres et du matriciel. Et donc, les objectifs de cette transformation qui, du coup, concernait plusieurs entreprises en même temps qui se transformaient, puisque au groupe, dans le Crédit Agricole, il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent ensemble. L'objectif, évidemment, c'était de changer la culture. Donc, vous l'avez dit, mesdames, mais donc très important, changer la culture, changer les manières de travailler. Pour CAGIP, le sujet était de passer d'une culture de client-fournisseur à une culture de partenaire conseil par rapport au DSI, améliorer la proximité, parce que la spécificité du groupe Crédit Agricole, c'est que les différentes DSI et autres partenaires sont partout en France. Donc la proximité est un vrai sujet au Crédit Agricole. Donc la culture, responsabiliser les équipes bien sûr, réduire le time to market et puis aussi réduire les overlaps d'activités entre les équipes d'infrastructure et les équipes de DSI, puisque cette entité en charge de l'infrastructure a été créée, comme je vous l'ai dit, en 2019, en allant récupérer toutes les activités des différentes DSI et il en reste encore un petit peu qui traînent à droite à gauche. Alors, par rapport à ce que vous évoquiez, mesdames, et à l'importance des leaders dans la transformation, donc évidemment, je suis totalement alignée avec vous. C'est très important que les leaders incarnent cette transformation et qu'ils la poussent, qu'ils soient moteurs et impliqués dans la transformation. Et pour ça, un des facteurs clés de succès, en tout cas à mon avis, que j'avais déjà expérimenté dans ma précédente entreprise, c'est d'être, et vous l'avez dit aussi, en mesure de réaliser des programmes de formation pour les managers, mais pas que, et j'y reviendrai, pour justement mettre en place un vocabulaire commun, une culture commune, et je l'ai entendu aussi beaucoup dans les conférences aujourd'hui. Et donc au niveau de CAGIP, il y a 2 programmes qui ont été lancés, un autour de l'agilité managériale et un autour de l'excellence relationnelle, donc à destination des managers, mais pas que, parce que l'agilité, c'est pas que pour les managers, c'est pour l'ensemble de l'entreprise et à tous les niveaux. Et pour ces 2 programmes, on va parler de
2 postures sur lesquelles on a travaillé, enfin ils ont travaillé, parce que moi je n'étais pas encore là, la posture agile du manager et la posture du collaborateur. Pour ce qui concerne la posture agile du manager, l'objectif c'est que le manager soit en mesure de cascader la stratégie à son équipe, d'expliquer la vision, d'expliquer cette stratégie pour que l'équipe se l'approprie. Il doit être un mobilisateur responsable, il doit insuffler une dynamique collective, une dynamique positive, responsabiliser et autonomiser les équipes, donner du sens, très important, faire en sorte que les collaborateurs puissent se projeter dans l'entreprise, et puis aussi favoriser le droit à l'erreur, le feedback, etc. Et évidemment, le manager aussi être un transformateur agile, il doit lui-même transformer de manière agile son organisation. Et pour ce qui concerne le collaborateur, on va parler cette fois-ci de l'autre côté du miroir par rapport au manager. Le collaborateur doit comprendre la stratégie et il doit voir comment dans son quotidien il peut contribuer à la stratégie. Et là, ça va aussi apporter du sens au collaborateur. Évidemment, il doit changer sa posture aussi. Alors, on parle de la posture manager-collaborateur, mais on parle aussi de la posture du collaborateur vis-à-vis du client, comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir une posture de partenaire conseil, développer la confiance mutuelle et briser les silos. Et pour ces programmes-là, au sein de CAGIP, mais aussi les programmes que j'avais vus, auxquels j'avais contribué dans ma précédente entreprise, c'est vraiment très important de les lancer avant la transformation, pour justement mettre en place cette culture, cette sensibilisation et cette acculturation à l'agilité avant de démarrer la transformation. Et donc, la transformation agile de l'entreprise, donc j'ai parlé des collaborateurs, des managers, mais en fait, elle va toucher l'ensemble de l'entreprise. Et là, je vais faire un petit focus sur les partenaires sociaux, donc jusqu'aux partenaires sociaux qui sont impliqués dans le cadre du dialogue social dans cette transformation. Et l'expérience que j'ai pu avoir, c'est d'avoir travaillé avec des partenaires sociaux qui étaient plutôt réfractaires au démarrage. Donc il a fallu passer du temps à co-construire, à expliquer, à montrer la valeur qu'apportait la transformation. Et au bout de quelques années dans ma précédente entreprise, j'ai pu assister à des présentations de réorganisation où les partenaires sociaux venaient challenger les DSI en vérifiant qu'ils avaient bien mis en place les rôles agiles et donc ils devenaient quelque part ambassadeurs de la transformation. Donc une belle victoire, en tout cas, que j'ai pu vivre. Merci beaucoup Nathalie de nous rappeler qu'effectivement une transformation prend du temps, demande un sponsorship fort et des ressources évidemment pour former, accompagner, coacher ses équipiers. Donc une transformation Lean Agile n'est pas un projet avec une date de début et une date de fin, c'est bien un processus au long cours. Et donc notre premier takeaway, c'est qu'un sponsorship fort à tous les niveaux est essentiel. Et l'étude que tu as citée, ProSci, indique bien que les managers doivent vraiment s'approprier le changement, l'incarner, agir, aller construire les coalitions dont tu viens de parler avec d'autres managers de manière à ce qu'ensemble, ils puissent cascader le sens de la transformation, l'expliquer et l'ancrer avec le fameux why de Simon Sinek. Donc c'était notre premier takeaway, ce sponsorship. Florence, quel est le deuxième ingrédient du succès? L'alignement? Alors oui, le deuxième ingrédient du succès, après le sponsorship, c'est d'avoir une vision claire et des orientations claires aussi de la transformation qu'on veut mener. Pourquoi? Encore une fois, on ne fait pas de l'agile pour faire de l'agile. Donc il faut savoir ce qu'on veut obtenir. Au niveau du groupe Renault, donc en 2021, au niveau de la leadership team, on a mis en place les OKR, des objectifs et key results. Je pense que beaucoup de gens connaissent cette approche. Moi je suis arrivée depuis pas très longtemps chez Renault et je ne connaissais pas et j'ai trouvé ça très très intéressant. Ça permet d'avoir des ambitions. On n'est pas dans les KPI, on est dans quelque chose de plus high level et aussi de plus ambitieux finalement. Et l'année dernière, on vous a présenté avec la gouvernance du plan digital par Value Stream, justement comment on avait mis en œuvre ces OKR. Donc on a
on a des enjeux business auxquels doivent correspondre des résultats au niveau de la ISIT, au niveau des produits digitaux qu'on met en place, qui permet de mesurer tous les trimestres où on en est et de faire cette constatation, cette discussion avec les directeurs métiers. Donc ça incite au dialogue. Ces OKR sont cascadés sur au moins 3 niveaux de l'entreprise. Il y a aussi des communautés de facilitateurs OKR qui sont formés et qui accompagnent les équipes et les managers. Donc ça permet de vraiment connecter la stratégie, puisque voilà, ça se décline. Alors on a un outil, donc on voit la stratégie et ce qui a été défini au niveau de la leadership team. Moi, je suis au niveau N-3, donc je vois ça et je vois tout ce qui a été défini au-dessus. Et ça permet donc de définir avec nos équipes nos propres OKR. La difficulté, parfois, c'est d'avoir la discipline de les suivre. Voilà, de bien s'astreindre tous les trimestres à regarder, et même en avance, parce qu'il faut qu'on regarde si on y arrive. Mais en tout cas, ça donne, je trouve, une bonne dynamique sur les ambitions et avec des résultats qui sont aussi mesurables. Alors les OKR, ça permet aussi une décentralisation de la décision, ce qui est important aussi pour une question de vitesse aussi. Ça permet de donner du sens aussi pour les équipes. Ça garantit des résultats. Et pour vous donner une idée, pendant le plan Renaulution, dont vous avez peut-être entendu parler de Renault, quand Luca de Meo est arrivé, on a eu une phase de ce qu'on appelle le Resurrection. Et dans cette phase, on devait arriver à un certain niveau de profitabilité. À la profitabilité, voilà, c'était sur 2023. Finalement, on y est arrivé en 2022. Pas que à cause des OKR, mais ça a été un élément contributeur finalement à cette résurrection. Nathalie ? Oui, alors effectivement, moi je vais aussi, comme tu l'as fait Florence, témoigner de mon expérience autour des OKR qui pour moi ont un impact vraiment très important quand ils sont bien intégrés. Donc, moi je vais parler de cet aspect-là, mais tu l'as cité aussi. Ce que j'ai pu vivre, c'est que c'est assez difficile d'embarquer les équipes dans l'exercice. En tout cas, au moment où on l'avait lancé, on avait lancé les OKR au niveau du top management. Donc des OKR stratégiques qui avaient été définis, qui étaient suivis dans l'année. Et tu as raison, c'est pas évident de faire en sorte qu'ils soient suivis. Le problème, c'est qu'ils étaient tellement stratégiques que dans les équipes, à la première année, personne ne se sentait concerné. Et donc, ils sont restés au niveau stratégique. Alors, c'est déjà très bien d'avoir des OKR au niveau stratégique, mais enfin, ça ne descendait pas dans l'organisation. La deuxième année, et tu l'as dit, important d'impliquer les équipes dans l'exercice, on a, sur la base de ces OKR qui étaient redéfinis chaque année au niveau stratégique, on a organisé des exercices bottom-up avec les équipes sur le terrain pour que chaque équipe puisse définir ses propres OKR qui lui parlent, qui correspondent à quelque chose de concret pour elle, basé ou raccroché aux OKR stratégiques, bien sûr, mais en tout cas que chaque équipe fasse cet exercice à son niveau et par rapport à ce qui lui correspond au quotidien. Et donc là, on avait le lien entre les OKR stratégiques, tu l'as dit, les OKR des équipes, et jusqu'au backlog des feature teams. Et là, comme tu l'as dit Florence, renforcer l'engagement, donner du sens au quotidien. Je sais pourquoi je travaille et je sais à quoi ça se raccroche dans les OKR. En termes d'alignement et de vision, un autre feedback pour ce qui me concerne, par rapport du coup à Cagip, là où je travaille aujourd'hui, cet alignement de vision, il est cross-entité, puisque comme je vous l'ai dit, différentes entités qui contribuent au produit. Et donc les équipes sont agiles, en tout cas avec le LCL, agile sur la partie infrastructure, agile sur la DSI. Et là, en fait, le DG du LCL a décidé de se lancer sur l'agilité à l'échelle et donc d'impliquer les métiers. Donc ça arrive du DG, donc ça c'est top, il est très pushy, etc. Et là, cross entreprises différentes, on va se lancer dans cette agilité à l'échelle. Et là, effectivement, je reviens sur l'importance forte des sponsors. Le DG est convaincu de l'agilité qu'il a mis en place dans une autre entité du groupe. Et là, il arrive avec un motto très fort pour l'ensemble des stakeholders du produit qui est le principe du triple 1. Je regarde mes notes. 1 jour, 1 mois, 1 an. Donc 1 jour pour avoir la livraison d'une feature d'une application front,
1 mois pour une application un peu plus conséquente et 1 an pour un gros produit. Et donc évidemment, hein, vous l'aurez compris, pour lui l'important c'est de réduire le time to market, mais pas que, il se lance aussi sur un sujet de culture et de posture, et puis aussi la volonté de modulariser son IT et son architecture. Et là, on embarque différentes entreprises qui vont complètement s'aligner sur sa vision et sa stratégie pour arriver à aboutir et à lui donner son triple 1. Enfin, on espère. Donc, ce qui est effectivement intéressant dans ton témoignage, c'est qu'on sent bien qu'avec l'exercice des OKR, en fait, mon périmètre reste à ma porte. On se doit de penser à l'échelle de l'entreprise et non plus à l'échelle de sa direction, de son bonus, de ses KPI peut-être. Je suis un peu provocatrice quand je dis ça. Chez BPI, en tout cas, on a également déployé les OKR. Pour ce faire, j'ai monté des groupes de réflexion qu'on a appelés les cercles Way sur la base du volontariat. Donc, les équipiers qui voulaient s'inscrire et quel que soit leur niveau dans l'organisation avaient la possibilité de s'inscrire à ces groupes de réflexion. Ce que l'on a réalisé, c'est que métier par métier, chaque métier a indiqué comment il concourait à la réalisation de l'ambition globale de BPI France. Et c'est comme ça, au travers de 4 à 5 séances de travail, ça dépendait des groupes, que l'on a réussi à drafter donc, les thèmes stratégiques, les verbaliser et à verbaliser également des objectifs et des résultats clés. Le livrable était donc une structure généalogique, comme vous l'avez très bien décrit, avec l'ambition de BPI France, le thème stratégique accroché, les OKR associés, et derrière, le principe de réalité, comment on passe à l'action, par une épique, par des features, par des US stories. Donc c'était ça le livrable. Et donc, fort du succès du déploiement côté DSI des OKR, le modèle a été également adopté par la garantie, par le contrôle de gestion, par le service juridique. Et ce qui a été décidé, c'est qu'en 2025, les 28 métiers de BPI France, donc 100% des métiers, déploieront les OKR. Et donc, notre deuxième takeaway, c'est qu'effectivement, il est important de pouvoir aligner tout le monde sur des objectifs et des résultats à atteindre clairs. Et pour ça, on vous encourage à utiliser la puissance des thèmes stratégiques et des OKR de manière à aligner en fait les efforts du collectif et à vous concentrer vraiment sur les outcomes, c'est-à-dire les résultats qui comptent. Donc Florence, que se passe-t-il à l'échelle quand on passe d'une équipe d'une dizaine de personnes à des équipes d'équipes et donc de centaines de personnes? Alors c'est compliqué, ça vous l'aurez compris, vous le vivez tous. En fait, la transformation demande du temps. J'en fais depuis plus de 15 ans dans beaucoup de domaines. Ça demande du temps, une énorme persévérance pour avoir des résultats. Alors je compare souvent la transformation à l'image du ressort. Alors voilà, le ressort, en fait, pour ancrer la transformation, le ressort, on le tire, mais hop, si on lâche, hop, ça revient en arrière. Donc le but, justement, c'est d'éviter ça, puisqu'on veut s'améliorer, on veut augmenter en maturité, on veut aller plus vite sur le marché. Donc en fait, il faut, pour ceux qui connaissent le concept, donc il faut arriver à la limite d'élasticité du ressort pour qu'il ne revienne plus en arrière. Et c'est ça l'ancrage de toute transformation. Et c'est ça la grande difficulté, quelle que soit la transformation. Et aussi passer de la partie équipe finalement assez très autonome, indépendante, qui travaille vite pour son domaine, à s'aligner, comme tu le disais Martha, en un train de plusieurs dizaines de personnes avec des manières de travailler un peu différentes. On a parlé tout à l'heure, il y avait aussi des interventions sur la definition of done, avec des definition of done différentes, avec une façon de travailler, avec des métriques différentes. Ça demande un énorme travail d'alignement sans perdre finalement la valeur ajoutée de ces équipes. Donc ça demande du temps, de la persévérance. Moi, ce que je conseillerais, c'est du test and learn. C'est pour ça qu'on a commencé sur trois value streams, 3 verticales. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Sur un domaine métier, on a déployé du Lean Portfolio Management jusqu'aux équipes en mettant en place des trains avec des pratiques SAFE. Donc SAFE, c'est aujourd'hui notre guide. Parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est pas la peine de réinventer la roue. Donc en fait, on a fait ces pilotes, petit à petit, on les a déployés. On a eu des succès, on a eu aussi pas mal d'échecs, mais finalement, après, on a commencé donc fin 2022
après plus un an et demi environ, on s'aperçoit qu'on a maintenant d'autres early adopters qui nous permettent d'étendre la méthodologie et d'étendre l'agile à l'échelle. Alors, 4 lessons learned que j'aimerais partager avec vous. Parler des bénéfices, quelle que soit la méthode que vous employez, plutôt que le jargon de la méthode. Ça a été je pense, notre erreur au départ. Et j'entendais Michelin tout à l'heure qui parlait de jargon free et de se mettre à la portée des audiences. Donc ça, je pense que c'est très, très important. De commencer par ce qui est facile, vraiment, vraiment de commencer par ce qui est facile pour avoir des quick wins et pouvoir faire un effet boule de neige. Consacrer le temps nécessaire aussi à l'analyse d'impact en amont, et tu en as parlé, je crois, Nathalie, c'est-à-dire d'étudier, parce qu'en fait, en faisant de la transformation à l'échelle, vraiment, ce n'est pas que l'ISIT, c'est le business aussi. Hein, c'est le business avec lequel on change les interactions. Et aussi une chose trappe dans laquelle on est tombé au départ, c'est-à-dire que la transformation, en tout cas de l'agile à l'échelle, soit plus portée par les coachs que par les managers. Là, je ne parle pas des sponsors, je parle des managers de proximité. Ce sont eux d'abord qui doivent porter cette transformation. Ce cascading de sponsorship est très important. Je ne vais pas aller plus loin parce que je vois que Martha me dit excellent. Nathalie. Et oui, et donc c'est important aussi de montrer que ça fonctionne concrètement. Alors, comment être capable de montrer l'avancement de la transformation en elle-même et aussi les bénéfices qu'elle apporte. Donc, j'ai assisté à la conférence sur les KPI. Hein, donc, il y a un aspect d'industrialisation, être capable de définir les bons KPI, ceux qui nous sont importants pour les équipes, pour nous, et puis qui permettent de mesurer tout ça. Donc là, je fais un petit clin d'œil à Emmanuel dans la salle. Hein. On avait travaillé sur un set de KPI qu'on a industrialisé qui montrait le chemin parcouru, où on en était dans la transformation en termes d'intensité agile, donc des KPI d'intensité agile, de maturité agile, puis aussi des KPI qui montraient la valeur. Là, c'est beaucoup plus difficile, hein, subjectif. Et là, on est plus autour des KPI, autour de la satisfaction ou de la recommandation client, ce que je peux voir aujourd'hui dans ma nouvelle entreprise. Et puis des KPI autour de l'engagement, l'engagement des collaborateurs. Et enfin, des KPI plus IT sur l'efficacité, de développeur rate, release frequency, tout ce qui est predictability, vélocité. Donc ça permet de montrer la valeur, en tout cas une partie de la valeur, et ça a pu être efficace aussi pour nous, pour convaincre d'autres DSI qui étaient un petit peu frileux ou réfractaires à se lancer, à dire bah, ok, voilà, cette entité, elle a diminué son délai de livraison, elle est passée de 2 mois à 2 semaines, donc oui, ça fonctionne et cette valeur-là, elle m'intéresse. Merci mesdames pour tous ces exemples très concrets. Donc une transformation, vous l'avez compris, c'est un changement permanent d'organisation qui ne peut fonctionner que si on implique tout le monde et vraiment à tous les niveaux de l'organisation, du LPM quand vous en avez, du portefeuille d'investissement, jusqu'aux Agile Teams chargés des US. Et pour revenir sur le leadership, les leaders, il est vraiment important qu'ils soient convaincus et exemplaires, qu'ils aient ce que SAFe appelle le growth mindset, cette capacité donc à grandir. Ils doivent incarner l'état d'esprit Lean Agile et vouloir conduire leurs équipes vers un nouveau modèle d'organisation plus fluide, plus rapide et dans sa prise de décision et surtout dans sa mise en action. Ils doivent soutenir sans dicter, et ça c'est très important, on l'a senti au travers des différents REX aujourd'hui, vraiment autonomiser les équipes, aller chercher à les mettre en responsabilité grâce à un leadership distribué qui va faire que on va déclencher cette fameuse intelligence collective, c'est pas spontané, et ils doivent prôner la transparence, stimuler les feedbacks afin, encore une fois, de créer un environnement de confiance où on va pouvoir échanger, discuter, échanger ses points de vue, évoquer ses KPI sans crainte. Donc notre troisième takeaway est la nécessité d'évoluer vers un leadership distribué, plus collaboratif, plus responsabilisant, qui donne aux équipes les moyens vraiment de s'approprier cette transformation, qui accorde le droit à l'erreur, comme tu l'as évoqué, sans risque, sans blâme, façon autopsie without blame, de manière à ce qu'on puisse conduire et orchestrer des post-mortem qui soient constructifs. Donc, mesdames, notre temps de parole touche à sa fin, donc on est très bien dans le timing. Qu'aimeriez-vous partager avec le public en conclusion ?
Oui, alors j'aimerais partager plusieurs choses. Avant de partager quelques points spécifiques, je voudrais avec vous partager aussi la question qu'on me pose souvent en tant que directrice du Centre d'excellence agile, c'est Florence, comment tu peux valoriser les rôles agiles, notamment en SAFe, mais pas seulement. En ayant discuté avec plusieurs entreprises, il s'avère que beaucoup d'entreprises ont le problème de valorisation des rôles agiles. Ce qu'on peut faire au niveau d'un centre d'excellence, pour moi, c'est bien sûr la formation, on en a déjà beaucoup parlé, je ne reviendrai pas dessus, mais c'est aussi beaucoup d'engager les RH sur quel type d'activité, sur des parcours de carrière. Donc on a défini des parcours de carrière pour l'agile et pour passer des métiers agiles à d'autres métiers et inversement. Donc ce qui peut donner une visibilité aussi aux collaborateurs pour s'engager sur ces métiers. Et également, en fait, valoriser aussi le fait, enfin la discussion, elle doit aussi tourner autour du grade, c'est-à-dire qu'on ne doit pas valoriser plus un PO qu'un Scrum Master, et si on prend le triptyque du dessus pour le train sur SAFe, on ne doit pas valoriser plus un PM qu'un RTE. Donc là aussi, on a beaucoup travaillé avec la RH sur ces aspects-là. Mais en fait, on a aussi fait de la communication, des interviews de Scrum Master, de RTE, etc. Mais avant tout, mon message, c'est de se dire que ceux qui doivent porter la valorisation des rôles, c'est avant tout les managers. Les sponsors d'abord, les managers, le middle management, les managers de proximité. Si eux n'y apportent pas de valorisation d'importance, eh bien, de toute façon, on aura beau faire ce qu'on veut au niveau central, ça ne fonctionnera pas. Nathalie ? Alors pour ce qui me concerne, 5 conseils. On en a parlé avant de se lancer dans une transfo. Faites des projets pilotes, passez de la théorie au concret, montrez concrètement sur un petit bout que ça fonctionne. Et puis le retour d'expérience de cette équipe va aider à engager le reste de la structure. Définissez votre propre target operating model. Donc, je l'ai entendu aussi tout à l'heure sur la présentation Schneider. Bien évidemment, il ne faut pas réinventer, comme tu l'as dit Florence, il y a SAFe, Spotify, etc. Par contre, ce qui est, je pense, moi, primordial, c'est d'adapter le target operating model à votre contexte, à vos spécificités. Embarquer les métiers, on l'a dit, embarquer les métiers, très important. Ce n'est pas qu'une transformation de l'IT, c'est une transformation de l'entreprise. Et pour l'avoir vécu et avoir eu des difficultés dans une précédente transformation, c'est, je pense, important d'embarquer les métiers dès le début et de ne pas aller les chercher après, où c'est beaucoup plus difficile de les faire venir dans le bateau quand ils n'y étaient pas dès le départ. Ça, c'était le troisième. Quatrième conseil, lancer un programme, bien évidemment, avec un fort sponsorship du management et du métier, si possible. C'est toujours plus facile quand il y a de la lumière de réaliser une transformation. Voilà. Et enfin, le dernier, je fais encore un petit clin d'œil à Emmanuel dans la salle, anticiper le run. Donc quand la lumière est là, tout va bien, on se transforme, on déroule la transformation. Et puis une fois que la lumière s'éteint et que la transformation est finie, tout le monde se dit, ça y est, c'est comme les enfants à la rentrée des classes, je suis allée à l'école maman, j'y retourne pas demain, c'est fait. Là c'est ça, anticiper le run et le sustain pendant la transformation. Prévoyez les rôles, prévoyez les rituels, prévoyez tout ce qui va permettre, une fois que la lumière va s'éteindre, que l'équipe continue à travailler en mode agile et que ce soit intégré dans son ADN. Et pour l'avoir expérimenté, c'est assez difficile, la partie run, je trouve plus difficile que la partie transformation. Voilà, donc c'était mon dernier conseil. Oui, alors juste parce qu'il est temps, j'enchaîne rapidement. Ce que je voudrais rajouter, c'est que je pense qu'au niveau de la transformation à l'échelle, je vois que ça commence vraiment à bouger. Quand on porte cette transformation vraiment au niveau du Lean Portfolio Management, de la gouvernance par value stream, c'est vraiment là, on fait bouger l'entreprise. On a à la fois les métiers et l'ISIT. Je parlais des humains, donc reconnaître les employés, les équipes qui vont dans la bonne direction. Toujours par effet boule de neige, et puis mesurer, comme tu l'as dit Nathalie, mesurer les gains, c'est important. SAFe nous apporte un cadran de mesures qu'on peut suivre allègrement, et célébrer les succès. Je pense qu'on ne le fait pas assez. Et parler des échecs.
Donc, pour croiser les regards, je vais apporter 4 autres points. Donc, oublier la quête illusoire de la perfection, hein, c'est vraiment une chimère qui nous paralyse et qui nous freine. Il faut, je pense, ne pas attendre à avoir une copie parfaite. Il faut se lancer et avancer à petits pas et faire du test and learn, comme on l'a évoqué. Il faut également se former, se reformer, on l'a dit, le monde change à une vitesse fulgurante. Tout à l'heure, dans les Rex, on parlait d'avoir des équipes d'IA qui vont nous manager. Donc, seule une entreprise qui peut apprendre et qui peut s'adapter, qui va suivre ce mouvement, peut espérer prospérer. Le troisième point, c'est venez comme vous êtes, soyez authentique et humain. On n'a pas encore de puce Neuralink greffée dans le cerveau. Donc, à tous les niveaux de l'organisation, il faut oser. Il faut oser dire « je ne sais pas », il faut oser dire « j'ai besoin d'aide » ou il faut oser dire « je me suis trompé ». Parce que les indicateurs pastèques qui sont verts à l'extérieur et rouges à l'intérieur ne font ni réussir, ni avancer les transformations. Et enfin, le dernier point, comme tu viens de l'évoquer, c'est vraiment la valeur, la valeur, la valeur. Et donc, penser valeur, ça veut dire s'organiser autour des chaînes de valeur, ça veut dire identifier les bons indicateurs de performance et s'appuyer sur les 8 accélérateurs de flux de SAFe, comme le temps de délivrer de la valeur avec le flow time, par exemple, ou le fameux flow load que tout le monde connaît avec les CFD, les cumulatifs flow diagrammes, hein, qui nous permettent vraiment de visualiser la tranche de travail qui est en train de s'opérer. Donc notre temps de parole touche à sa fin. Merci beaucoup, mesdames, pour votre partage et votre si riche expérience. Aujourd'hui, on a compris et vu ensemble qu'un sponsorship fort est très important, qu'une vision claire sur les résultats attendus est également essentielle et que des équipes en responsabilité sont des ingrédients clés d'une transformation réussie qui va apporter une vraie valeur ajoutée. Et donc, oubliez le micromanagement et laissez la place au leadership distribué. Merci de votre attention. Merci. Merci.